Coronavirus contre huis clos. Hier, le gouvernement italien a décidé que toutes les manifestations sportives dans une enceinte se dérouleront à huis clos. Cette interdiction ira jusqu'au 3 avril prochain. Le sport à huis clos a-t-il pour vous encore un intérêt à cette question directe? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un duel. Et Président Boudjelal, pardonnez-moi, bah oui, parce que dans cette émission, c'est une émission de duel, parfois vous allez devoir départager, et en l'occurrence deux journalistes, on appelle ça chez nous le classico, ils ne sont jamais d'accord, c'est Damien Degore qui a répondu non à cette question, et Dominique Sévrac qui a répondu oui à cette question. Le sport à huis clos a-t-il encore un intérêt? Oui. Dominique, vous avez 30 secondes, le président et le public vous écoutent. Damien, ça aurait pu être pire, il aurait pu ne pas avoir de sport du tout, décréter que voilà, une épidémie c'est sérieux, c'est grave et qu'il faut arrêter un petit peu ce qu'il y a de futile. Donc entre pas de sport du tout et un sport à huis clos, je préfère encore le sport à huis clos. Puis ensuite, c'est nier la performance sportive. Si tu dis que ça n'a aucun intérêt, ça veut dire qu'un but de Messi, parce qu'il n'y a pas de public, perd son intérêt. Non, ça reste un but de Messi, ça reste une course de Messi, ça reste une chevauchée fantastique. Donc je comprends pas ta négation du sport. C'est pas le public qui met des buts, certes c'est mieux avec le public, mais c'est pas tout le public. Damien Degore aime-t-il le sport? Sa réponse est non pour l'instant à cette question. J'aime le sport, mais je trouve que le sport professionnel, c'est aussi de l'émotion et c'est le partage de l'émotion. À partir du moment où il n'y a plus personne avec qui partager cette émotion, à partir du moment où on est dans un lieu complètement insipide, parce que je suis désolé, mais un stade vide, ça n'a pas vraiment de sens. Je trouve que le sport perd quasiment tout son intérêt. Le sport professionnel, évidemment, s'il faut aller faire un footing, il n'y a pas besoin de public, on va le faire tranquillement, on peut aller dans une salle, il n'y a pas de souci, encore que vous, Dominique, on va vous regarder soulever des haltères. C'est vrai. Mais le sport, c'est avant tout l'émotion et c'est le partage de l'émotion. Compte Twitter de l'équipe du soir, qui vous a convaincu, chers téléspectateurs, Damien Degore, le non, ou partisan du oui, Dominique Sévrac. Compte Twitter, on aura ce résultat dans quelques minutes. Le président est demandé. Vous avez été plutôt sensible aux arguments de Dominique, aux arguments de Damien. Plutôt Damien, parce que le sport sans public, c'est comme le cinéma sans son, le cinéma muet. Je veux dire, le sport, c'est un club de sport, c'est une entreprise de spectacle. Un match de football, de rugby, c'est un spectacle. Un spectacle sans public, tous les acteurs vous diront qu'au théâtre, s'ils doivent jouer une pièce de théâtre et qu'il n'y a personne dans la salle, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Donc je pense que, et en plus sur certains stades, le public fait partie intégrante du spectacle. Et en plus, ça peut aussi avoir une influence sur la parité des matchs, parce que c'est vrai que jouer un match au retour sans spectateurs, c'est pas du tout la même chose que jouer le match aller avec spectateurs. Donc c'est pour l'équipe qui va jouer ce match sans spectateurs, c'est un avantage certain. Après, il y a des équipes qui aussi seront avantagées parce qu'elles sont habituées toute l'année à jouer sans spectateurs, même quand il n'y a pas de coronavirus. Donc c'est non, et Damien Degore qui remporte ce duel. Vincent, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content de l'arbitrage du président? Allez-y, vous n'êtes pas d'accord avec. Je respecte l'arbitre, Comme moi. Mais je préfère que le sport continue. Je veux dire, si le but du principe de précaution, c'est de se protéger de l'épidémie pour vivre le plus longtemps possible, autant vivre normalement le plus longtemps possible. Et vivre normalement, ça veut dire que le sport continue à vivre normalement et que ce feuilleton continue, y compris pendant ce moment-là. Je comprends l'argument que le partage n'est pas le même, mais moi, le partage du sport, il existe quand je suis 5 sur mon canapé, que je regarde un match à huis clos. Il existe quand même. L'émotion, elle existe quand même. Alors, elle est séparée par l'écran, mais le feuilleton continue. Et pour moi, c'est encore le feuilleton. C'est pas le même. Mais il y a des matchs aussi quand on joue à Monaco, on va dire que ça joue à huis clos ou pas à huis clos, la différence elle est quand même pas énorme. Donc moi évidemment que ça me dérange. Non mais l'essence du spectacle sportif, effectivement, c'est cette interaction-là, c'est l'émotion qu'on ressent dans le stade. On va au stade pour ça, pour le bruit, pour ressentir tout ça, Mais s'il n'y a pas ça, il reste quand même quelque chose, il reste le duel, il reste ce partage et il reste la place du feuilleton dans la vie. Voilà. Est-ce que vous pouvez imaginer un concert des Rolling Stones sans public? Mais non, mais ça s'appelle un disque. Non, mais... et du disque vient un peu d'émotion. Mais oui, mais ça s'appelle le live. Et un match, c'est un spectacle en live. Mais parfois, et donc, c'est-à-dire à partir du moment où on tue le live, on tue le disque. Non, mais il faut le comparer au fait que le concert des Rolling Stones serait retransmis. Est-ce qu'on le regarderait ou pas s'il n'y avait pas de public? Moi, je continuerai à regarder Mick Jagger sur scène. Et vous pensez que ça serait la même qualité que sur Jumping Jack Flash si Mick Jagger ne sent pas la salle en folie autour de lui, vous pensez que ça sera la même? Mick, il est capable de se transformer. On va l'appeler et vous verrez. Pas forcément avec des substances. Il n'a pas toujours des arguments avec des informations. Mourad Boudjelal, on vous reçoit, ancien président du RC Toulon. Moi, le RC Toulon, c'est ça. Regardez. Que nos femmes
des chevanettes aux enfants, l'homme des grands coups de blanc. Vous, les terribles gars du Pilo, vous êtes trop terribles que les gars. Si vous êtes partisan finalement du public d'une communion, c'est votre culture toulonnaise. Oui. C'est- Ah, et puis c'est de l'altruisme, sinon c'est de l'onanisme. Donc voilà, c'est de l'altruisme. Le sport, c'est de l'altruisme. du partage. Ben oui. Excusez-moi, Eric Blanc mais c'était Non, mais facile, hein. vous avez tout dit, des arguments. Moi, je préfère quand même que ça continue. J'ai une pensée, c'est surtout, faudrait leur demander, mais j'ai sûrement la réponse. Mais nous, on a joué pendant des années devant 200 spectateurs. Et même quand on est allé en finale, il n'y avait personne. Mais ça, c'était votre pain quotidien. Non, mais oui, mais tout ça pour dire que ce sont les joueurs qui sont touchés le plus, c'est de rentrer dans un stade quand tu as l'habitude qu'il soit plein. Ouais. Mais avant que Toulon fasse 18 000, le rugby existait avant, il y avait 2 000, et puis il y avait 3 000. Donc la fameuse ambiance des Rolling Stones et tout, faut la faire monter avec le rugby professionnel. Alors c'est vrai qu'un stade vide, et puis le sport amateur, c'est 98% de gens qui vont faire du sport, qui dans des divisions inférieures, avec personne dans les tribunes. À Bon Rencontre à Toulon, qui est en national, ils ne doivent pas être nombreux. Et Ça pourtant, pourrait changer. oui, j'espère pour vous. Mais non, mais il y a des passionnés. Alors, je peux pas réduire que le sport au monde professionnel. C'est vrai que c'est un choc thermique de voir personne rentrer, t'as même pas les couteaux, les fourchettes, des micros posés. Ça pose un problème. Maintenant, moi, je préfère que l'activité continue le temps c'est qu'on pas- arrive à Eric, régler. Non, mais que non, ça mais- s'arrête. Non, mais je vais dans le sens où je préfère. Oui, mais je voudrais juste préfère répondre continuer. à ça, parce que la Après, je question, suis c'est d'accord pas- avec toi. Est-ce que ça Est-ce doit que ça a un continuer intérêt C'est ma question, Bah oui, c'est pas- bah, Non, mais- on Mais- est plus. Excuse-moi, mais Damien, Damien, tu je te proposes donne. Mais on est plus nombreux à regarder le sport de haut niveau à la télé que les 80 Damien, tu 000 proposes quoi qui, Ouais. qui sont dans le stade. je veux dire- Donc il y a 1 milliard ou 500 millions de personnes qui peuvent regarder la Ligue des Ouais, Champions mais et prendre du les plaisir. seuls qui influencent le match et l'équipe, c'est le public D'accord, qui mais est vous sur place proposez en quoi live. Damien, Si vous Damien, avez quelque chose à dire. proposez Et vous voulez quoi, répondre à Eric et Eric Oui, oui. va venir Bah, tirer un peu. répondre à Eric et à Allez-y, Vincent et à Dominique, parce que la question, c'est pas est-ce que le sport doit s'arrêter, parce qu'on non, moi je suis pas pour que le sport s'arrête, parce qu'on sait que ça va reprendre avec un public. Le feuilleton a commencé avec le public. On sait bien que c'est pas définitif. Maintenant, moi, est-ce que j'ai envie de voir un Euro sans public? On risque Pas de voir certain. on risque de voir un Et je pense- et je pense, Mais la juste, question- Vincent, la question- si on te dit l'Euro va se jouer à huis clos, bah tu vas dire non, ça fait chier. Mais tu penses Non, mais sérieusement parce que je j'ai te connais répondu et je non pense que tu vas dire ça. Damien, Ouais, parce mais que tu on penses se- sérieusement que j'ai répondu non parce que j'aime le sport à huis clos. J'ai répondu ça parce que c'était ça ou la mort. C'était Mais ça où il y la avait question, rien. Non, c'est mais là- est-ce là- que je vais regarder les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions à Moi, la télé dans des stades à huis clos? La réponse est oui. Parce que tu Est-ce sais que ça va m'intéresser? La réponse est oui. Mais Et parce que du coup- tu sais que le quart de finale, il y a quand aura même du de monde. très grandes Bah, il chances faut qu'il y ait espérer. du monde dans Faut le espérer. stade. Mais non, mais parce que ça m'intéresse. Mais parce que si j'ai on envie de te voir- dit, parce si on que te dit, même est-ce sans que tu public, vas j'ai regarder envie de voir si le est-ce que tu PSG vas regarder renverse ou pas. l'euro sans public, tout un euro sans public, tu vas regarder tout un euro sans public, tu vas trouver que c'est un ça sera la intérêt. mort dans l'arme, voilà, Mais ce sera la mort du la sport. mort dans l'arme. Mais en attendant, je préfère voir un euro sans public que pas d'euro. Mais ce sera la mort du sport, ce sera les prémices de la mort du sport. on est pas le sport à huis clos, On va se faire une petite simulation parce qu'aujourd'hui il y avait une halte de la Coupe du Monde de biathlon à Nové Mesto, donc en République tchèque. Ouais, Nové Mesto, C'était à huis clos. À Nové Mesto, d'habitude, Ouais. on va regarder. C'est ça comme ambiance. C'est festif. Cet après-midi, c'était ça. Et j'appelle tout de suite Ah oui. Anne-Sophie Bernali. Anne-Sophie Bernali, la voix du biathlon sur la chaîne d'équipe. Anne-Sophie, bonsoir. Mettez-vous entre Damien et Eric. Je vais faire, Anne-Sophie, une petite confidence aux téléspectateurs. Je Allez-y. vous ai eu ce matin en rédaction. J'ai dit, vous apprêtez Anne-Sophie à commenter quelque chose à huis clos. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Vous dites, non, finalement, non, pas forcément. Vous avez commencé à dit comme réfléchir. Non, mais pas, non. Je suis très mauvais imitateur, mais maintenant, après, est-ce que ça a changé quelque chose ou non? Ça n'a rien changé, je suis désolée. Non, Enfin, non, mais- on était là pour vivre la performance. En plus, aujourd'hui, il y a un podium français et on a vécu finalement la performance. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on a commenté et c'est ce que la gagnante du jour, elle dit d'ailleurs au micro de Tanguy. Elle dit, nous, on était là aussi pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et en plus, manque de peau, ça les a un petit peu réussi aux filles parce qu'elles disent, comme ça on était dans notre bulle et c'était plutôt pas mal. Mais bon, là c'est la contrepartie positive. En plus, nous, ce qu'on a vu également à l'image, c'est des images ou plutôt des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre d'habitude, notamment par exemple la française Anaïs Bescon qui arrive ultra essoufflée sur la ligne d'arrivée. Et ça, si on pouvait en douter encore, on voit qu'elle a été au bout de l'effort, etc. C'est pas une bonne publicité pour le biathlon parce qu'on aurait aimé le voir avec beaucoup de monde. Mais nous, en tout cas,
Mais j'imagine que c'est votre cas aussi quand vous commentez, quand vous faites des... Vous, dans vos commentaires, en général, vous laissez parler un peu l'ambiance. Là, fallait tchatcher, vous devez être crevé. Hein. Étrangement, en fait, finalement, on a laissé vivre l'ambiance pour qu'on se rende compte à quel point il y avait personne. Et du coup, on a entendu des choses qu'on n'entendait pas d'habitude. Après, sur la performance en elle-même, aujourd'hui, la Française, elle tire parfaitement bien. Moi, je me contente de dire qu'elle a tiré parfaitement bien et je m'en réjouis. Et je suis même sur son dernier tir assez... Enfin, moi, je ne peux pas adhérer à un discours qui dit au public « le spectacle peut continuer sans vous ». Je trouve que ce discours est très dangereux. Le public, les gens qui achètent un billet et qui vont dans un stade, le message doit être « vous faites partie du spectacle ». Voilà. Et le spectacle ne peut pas se passer de vous. Et dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir du sport, des matchs sans spectateurs, je trouve que c'est pas un bon message. On n'a jamais dit ça, mais moi je l'ai opposé au fait que, à cause de l'épidémie qui deviendrait de plus en plus violente, on arrêterait le sport. Au-delà de ça, il y a la dimension. Il y a la dimension aussi. Alors, si demain, je sais pas, je vais dire des énormités et des horreurs, il y a une épidémie vraiment très grave, qu'il y a des morts et tout, moi je pose plus loin, est-ce qu'on se sent de regarder un match à huis clos? Voilà. Ben on en est Oui, est-ce que le sport à huis clos ou pas a encore sa place dans une crise comme ça? Moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce que la vie doit être plus forte, parce que sinon tu arrêtes tout. Il y a des générations qui ont connu autre chose que ce qu'on a connu. Hein, et ils ont continué à combattre, à profiter du soleil, de la famille, du peu d'espace qu'ils avaient de loisirs. Mais il faut vivre, il faut être plus fort que malheureusement. Bien qu'on ne soit pas là avec une pandémie, avec des morts tous les jours. C'est pas encore le cas. Non, ça sera pas le cas. Je pense qu'il faut continuer de vivre parce qu'on est sur Terre pour ça. Eric, on va donner la parole à Tanguy Kerwas qui est avec Anne-Sophie Bernardi dans le dispositif de la Coupe du Monde du biathlon. Tanguy est là pour recueillir les premiers mots des champions. Tanguy, bonsoir. Sur les mots des champions, sur leurs confidences et sur leurs sensations. Bonsoir Tanguy. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils avaient disputé une manche de Coupe du Monde ou un entraînement? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre comme ça? On peut rentrer grâce à vous dans la tête du sportif. Oui, alors c'est compliqué parce que forcément Anaïs Bescon qui est sur le podium ce soir, elle avait un grand sourire et elle a vécu des émotions, donc forcément elle en a fait vivre aux téléspectateurs. Mais à côté de ça, celles qui ont fini 10e, 12e, 15e ont dit moi j'ai l'impression d'avoir fait une course d'entraînement. Et Martin le disait hier quand j'ai discuté avec lui, il disait ça va être du sexe sans orgasme. Moi aujourd'hui j'irai plus loin, il n'y a eu ni sexe ni orgasme. Martin, c'est Martin Fourcade. Hein. Juste, c'est très anecdotique, mais il y a des règles d'interview lorsque vous interviewez les champions qui ont été un peu modifiées. Le protocole est un peu modifié. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Tanguy ? Oui, tout à fait. Là, je suis sorti, j'avais une zone dans laquelle je devais rester à 1,50 m des athlètes. Là, je suis dans le no man's land, justement, dans cette zone d'1,50 m qui devait nous séparer, qui devait séparer nous, journalistes, potentiellement avec le coronavirus, des athlètes qui étaient derrière cette barrière et qui, eux, étaient censés être safe. Donc, protéger les athlètes à tout prix, continuer les compétitions, protéger les athlètes et séparer bien les athlètes du reste. Mais bon, une fois que la course est terminée, moi, j'ai claqué la bise, comme on dit, à Anaïs Bescon. Donc, au final, tout ça est un peu factice. Juste une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a des tests? Est-ce que les champions sont testés pour savoir s'ils ont ou pas le coronavirus? Il y a des examens médicaux préalables, oui ou non, Tanguy? Non, aucun test. La grande caravane du biathlon était à Antols, en Terre-Selva, il y a 10 jours, c'est-à-dire dans le nord de l'Italie, pas très loin de Venise. Là, tout le monde est ici. Les spectateurs sont pas là. Je sais pas qui est plus susceptible d'attraper le coronavirus, si c'est les athlètes ou les spectateurs, mais en tout cas, non, personne n'est testé ici. Hein. C'était Tanguy Kerwas, légèrement dépité ce soir. On l'a connu un peu plus gai. Merci mon Tanguy. Je ne vous serre pas la main, voilà. Et puis vous rentrez chez vous, la grille du parc est juste derrière. Merci mademoiselle Anne-Sophie. On vous retrouve demain pour le biathlon? Évidemment, demain. On fait une grande journée biathlon vu que, vous le savez, certains événements étaient annulés. Oui. Donc on bouscule tout. À partir de 12h55, on va vous faire revivre des courses des championnats du monde. Ok, on sera là. Je vous accompagne pas. Merci Anne-Sophie, à demain. Bon boulot. Information Express à présent. J'ai 2-3 petites questions à vous proposer. J'ai juste enchaîné, il y a eu un duel. Oui. Je suis désolé, en régie, on ne m'avait pas prévenu, puis moi non plus. Bon, on est fautifs tous les deux. Merci Jacouille. Est-ce que c'est Dominique qui gagne ou est-ce que c'est Damien qui gagne? Je préfère les duels à huis clos, moi, sans public. Ça ne me dérange pas. Ok.
Il y en aura d'autres. Information Express, j'ai quelques informations à vous livrer. Vos commentaires, avec toujours à peu près la même question de départ. Info importante ou secondaire. Florian Thauvin est dans le groupe pour affronter demain avec l'Olympique de Marseille Amiens. Le champion du monde, rappelons-le, n'a plus joué en compétition depuis le 1er septembre. C'est une info. Il est dans le groupe. Hein. Bah, c'est bien, c'est important. Ah, c'est important. C'est important. La Ligue 1, c'est pas comme s'il y avait 700 stars à tous les coins de rue. Donc oui, c'est une star, c'est un champion du monde. C'est important en vue de l'Euro, s'il reprend un peu de rythme. Donc c'est tout ça est bien. Et même dans le cadre de la Ligue 1, c'est pas l'effectif de l'OM n'est pas un effectif perpétorique. Je pense que l'arrivée de Thauvin, le retour de Thauvin dans la course au podium sera un élément clé, quoi. Michel Platini, débouté aujourd'hui par la Cour européenne des droits de l'homme. Le Français contestait sa suspension de toute activité liée au football. La Cour européenne a jugé cette sanction justifiée. Sanction importante ou secondaire. C'est plutôt important, mais pas forcément pour lui. Je l'ai eu au téléphone rapidement à midi. Ouais. Et Il était dégoûté? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était Platini de toujours. Bon, c'est pas important, le combat continue. C'est leur dira que je vais très bien. Voilà. Telly Thomas ne sera pas du déplacement avec les Bleus en Écosse. Il a été remis à la disposition du Racing. C'est une sanction pas du tout liée au coronavirus, hein. C'est une sanction sportive. Donc information importante ou secondaire? Ça, c'est une info importante. Mais c'est lié au Corona Défense. Ah ouais, il est allergique à la défense. C'est un petit peu ce qu'on lui reproche, alors que c'est une star du rugby français, c'est un immense joueur. C'est un joueur qui peut, ça fait partie des rares joueurs qui peuvent faire pencher un match à un moment par un geste incroyable. Et il va traverser le terrain. Mais bon, il s'est loupé au Pays de Galles. Et le biais principe des entraîneurs français, c'est si tu défends pas, tu joues pas. Par rapport C'est le premier exclu. Mais je trouve qu'on est très sévère avec lui. Oui, mais enfin, pour moi, c'est secondaire parce que, il l'a dit, Mourad, il a raté ses matchs. Penaud revient dans le groupe et c'est un joueur majeur. Fiekou a été déplacé à l'aile pour laisser Martin au centre. Donc aujourd'hui, il y a quand même 3 matchs, 3 victoires. C'est juste un rappel à l'ordre. Il sait qu'il a quelques soucis sur la roche défense. Alors, à lui de régler. Après, ça reste un attaquant formidable, mais il n'a pas pesé. Donc, pour moi, c'est pas la fin du monde. On aurait Dupont ou Mtamack qui se blessent. Là, je vous parlerai que ça, c'est une annonce quand même plus compliquée. L'image à présent, celle d'Eric Dyer, le milieu de terrain de Tottenham, qui grimpe en tribune après le match de Cup hier soir à Norwich. Bah oui, Dyer est en colère car il a été insulté par un fan en tribune. C'est ce qui a révélé en conférence de presse. Pourquoi ça sert le public? C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Ouais, en fait, vrai du faux par Vincent. En fait, c'est un supporter qui aurait insulté son frère. Donc il est monté dans la tribune un peu pour défendre son frère. Et autant le kung-fu d'Eric Cantona à Crystal Palace, auquel on pense tous, on pense à lui a valu quasiment un an de suspension, pas tout à fait, 11 mois, tout ça. Autant là, il va être tranquille, la presse anglaise est de son côté, tout le monde est de son côté. Parce qu'il est anglais? Probablement parce qu'il est anglais et puis parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Il est montré, il a discuté, il s'est battu avec personne. Donc une petite bousculade là. La fédé anglaise cet après-midi lui a demandé une lettre d'explication. On va lui dire ne recommencez pas et ça va s'arrêter là. Il a repéré le mec quand même parce qu'il n'est pas au premier rang. Oui, mais c'est parce qu'il y avait son frère à côté. Donc il savait où était son frère et du coup il est monté à côté. Voilà. 2 porte-drapeaux au JO. C'est la possibilité offerte par le CEO aux Nations lors de la prochaine cérémonie d'ouverture, donc à Tokyo en 2020, si les Jeux ont lieu. C'est un objectif pour promouvoir la parité, l'égalité entre de la femme. Oui, parce qu'il n'y a que 3 femmes porte-drapeaux dans l'histoire. Il y a eu, oui. Oui, je pense, oui, en France. Donc Kiki Caron, Marie-Jo Pérec et Laura Tessel, non? Voilà, c'est ça. Il n'y en a que 3, donc c'est pas beaucoup. Non, c'est bien. Donc c'est bien. C'est bien ça. C'est bien. Ouais. Non, ça n'a pas l'air de vous emballer. Si, mais non, mais soit on choisit une fille, soit on choisit un garçon. Porte-drapeau, c'est pas une question de sexe. C'est un non-choix en fait. Oui, mais au moins la question du genre, elle rentrera pas dans le choix. Oui, voilà, okay. Ça sera juste 2 grands champions, point. Voilà. Pour ça, c'est pas mal. Qui va porter le drapeau? Non. Mélina Robert-Michon, peut-être pour les filles. Et puis Teddy Riner. Et puis Teddy Riner, ouais, ça paraît. Non, mais qui va porter le drapeau, c'était soit l'homme ou la femme. Il n'y aurait qu'un seul drapeau. Moi, je sais penser que l'homme porte la femme en même temps. Ah, d'accord, ok. Bon, juste avant d'éviter le dérapage, une dernière info. Pas un dérapage. Je m'excuse auprès de tous les gens de Charlotte parce qu'ils ont cru en moi et que ça ne s'est pas bien passé. Je n'ai pas répondu aux attentes ces 2 ou 3 dernières années. Je comprends ça, je le sais. C'est sans doute la première fois que ceux qui doutent de moi ont raison. Au bout de 15 ans, à propos du basketteur français Batum.
déclaration importante de Batum. Elle est originale quand même. Hein. Ah oui, L'original, elle est liée aussi au montant de son contrat. Hein. 107 millions sur 5 ans, 107 millions d'euros. Bah, disons que le président Mourad, il a déjà rectifié certains joueurs pour moins que ça, comme Delec. Ah oui, à 107 millions, Maurice Delec. Donc je pense qu'en tant que président, je pense que Batum, il aurait pris un coup de chevrotine. Ouais, mais c'est bien de sa part de dire je suis, je mérite. Après, il n'a pas dit je propose une réduction sur mon contrat. Quoi. mais c'est déjà bien de reconnaître et de dire qu'il n'est pas à la hauteur de ces émonuments. Mourad Boudjelal est le président de l'équipe du soir ce soir en première partie. Je regarde la rivière. Il faut virer Neymar. Ouais, pas moi qui le dis. Non. Pour qu'il Mourad signe à Boudjelal, tout le le président de l'équipe du soir. Faut le virer, mais face à lui, un vieux peuple tonique. Il a le sens du funk, c'est le Parisien Dominique Sévrac. D'un air amusé, Vincent Duluc, Éric Blanc et Damien Debord. Autre personnage incontournable de cette émission. Il est ce soir en qualité d'envoyé spécial. Qui c'est? C'est Bertrand Latour. Ah oui. Bertrand Latour du côté de Saint-Étienne-Rennes où se joue la deuxième demi-finale de Coupe de France. Bonsoir Bertrand, si je me permets comme ça de vous déranger. Très belle qualité de football. Avant cette rencontre, j'en suis fort désolé, mais avez-vous les compos? Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Absolument, j'ai les compositions des deux équipes. On va commencer par celle de Saint-Etienne. Dans les 4, ce sera Jesse Moulin. C'est maintenant devenu une habitude. Au poste d'arrière gauche, Kolo Djezak. Une charnière jeune avec Fofana, Saliba. Debuchy au poste d'arrière droit. Milieu de terrain 3, puisque le Saint-Etienne jouera en 4-3-3. Avec donc Mvila, Camara et Cabaye, le trio d'attaquants. Diony en pointe. Sur la droite, ce sera Honora. Et sur la gauche, ce sera ce sera donc Denis Bouanga, pardon. Et du côté du stade rennais, on équipe en 4-4-2 habituel du côté de Julien Stéphan, avec dans les cages Mendy. En défense, on aura Mawassa au poste d'arrière gauche, une charnière Niagnon avec Benjamin Da Silva, au poste d'arrière droit Traoré, au milieu de terrain la doublette Kamavinga Nzonzi, ailier droit Rafinha, ailier gauche on aura Del Castillo, et devant on va retrouver Mbaye Niang. Ok. Il en manque un. Il y a une où? Ils ont pris un rouge, c'est normal. Il joue à 10. Bourigeau à gauche. Non, Bourigeau à gauche, Rafinha à droite et Del Castillo Niang. Ça joue à 11 le foot. Hein, Rennes, ils sont tellement confiants qu'ils ont dit on joue à 10. L'ambiance à Geoffroy Guichard avec les Verts, c'est tendu au niveau des joueurs, c'est tendu au niveau de l'ambiance. Est-ce que vous pouvez nous raconter c'est ce qui se passe un peu autour de vous dans cet avant-match ou rien? C'est le calme plat? Pour le moment, c'est un avant-match assez ordinaire à Saint-Etienne. Les supporters arrivent assez tardivement au stade. Il y a 32 000 spectateurs qui sont annoncés, donc le stade ne sera pas plein. Derrière moi, je commence à entendre la foule. A priori, il ne faut pas s'attendre à des sifflets en début de match. Alors après, évidemment, l'ambiance, l'atmosphère au stade va évoluer en fonction de ce qui va se passer sur le terrain. C'est vrai que si les Rennais venaient à ouvrir le score ou les Stéphanois faire une très mauvaise entame, peut-être que ça viendrait à siffler. Mais pour le moment, en tout cas, c'est plutôt l'union sacrée avant ce match qui est très très important. C'est une demi-finale de coupe. Merci beaucoup Bertrand, en direct de Geoffroy Guichard, Saint-Étienne-Rennes. C'est ce soir, on aura une question dans quelques minutes. Pour l'heure, Mbappé, chef-d'œuvre. Hier soir, Kylian Mbappé a inscrit un triplé contre l'Olympique Lyonnais. Son deuxième but a été commenté dans le monde entier. Certains y voient un but à la Ronaldo, le Brésilien, ou d'autres un but à la Messi. On va revoir ce chef-d'œuvre. On est à la 70e minute. Paris mène à Lyon 2-1 et regardez ce qui va se passer. Le but d'Mbappé est-il un chef-d'œuvre? Habillage à l'américaine, musique sympathique et on y va. Damien, vous me dites quoi? Oui ou non? Je dis oui. Oui. Eric, vous me dites? Non. Vincent, vous me dites? Non. Non. Dominique, vous me dites? Oh que oui. Oh que oui. Mourad? Oh oui. Oh que oui. Bah, j'ai un oui, un non. On va faire un petit jogging. Oui, pourquoi Damien? Pour moi, dans le foot, il y a deux types de chefs-d'œuvre dans les buts. Il y a le chef-d'œuvre collectif, et puis il y a ce type de chef-d'œuvre, le but complètement individuel. Et ce que j'ai aimé dans ce but d'Mbappé, c'est non seulement l'accélération, la façon qu'il a de lever la tête quand même, de regarder s'il y a des joueurs démarqués, mais aussi sa récupération du ballon au départ. Et tout est parfait. Défensivement, il est très bon. Il anticipe la passe qui n'est pas très bonne, mais en tout cas, il anticipe bien la passe de Guimarães. Il récupère le ballon, il repart, il accélère. Il y a de l'accélération, il y a un changement de rythme, il y a du dribble, une feinte de frappe.
Et un but magnifique. C'était magnifique. Vous n'êtes pas sensible, Eric Blond, aux arguments de Damien? Non, je les votez entends, non mais bon, quand on compare par rapport à Ronaldo, quand il a dribblé 5 joueurs, c'était à Barcelone, si on parle de ce but-là. Parce à Compostelle, Calice, en 96. Il en a mis beaucoup. Ou celui de Messi, quand il a dribblé, s'arrêter, repartir, etc., voire Maradona, sont pas les mêmes. Moi, j'ai trouvé ça très facile pour lui. Parce qu'il prend un ballon qu'il récupère au milieu. On sait que sa force, c'est sa vitesse. Guimarães aurait pu faire une faute utile. Il l'a pas fait. Il l'a laissé passer. Et après, il se retrouve en 1 contre 1 face à Marcelo, qui avance à 2 à l'heure. Et même si il embrouille bien, il élimine, on peut même pas dire que c'est l'élimination d'un Messi face à Boateng, parce que j'ai du respect pour Marcelo, mais Marcelo, il a quand même, il compte ses heures, il est fatigué, et alors c'est un but de sprinter, je le trouve beau, mais là vous me dites un chef-d'œuvre, non. Bon, pour moi, il répond oui, Dominique. Oui, non, tu le réduis à des qualités uniquement de vitesse et une conduite de balle qui est parfaite. En fait, tout ce qu'il fait est parfait. C'est-à-dire que sur cette action-là, il n'y a pas un truc qui ne va pas. Tout ce qu'il fait, la conduite de balle, les passements, l'accélération, la façon de s'amener le ballon, la forme de frappe, la frappe en elle-même, tout est parfait. Il conserve sa lucidité, c'est un rush de 60 mètres. C'est la fin de frappe qui fait passer cette action dans une autre dimension pour vous? Le fait qu'il élimine Marcelo aussi facilement, ok, Marcelo. Pour moi, c'est le fait que je vois pas ce qu'il pourrait faire de différent en fait. Si on doit la refaire dans l'exécution, je ne vois pas ce qu'il y aurait de différent à faire. Pour moi, il est sur une sorte de perfection de l'action individuelle. Moi, je trouve que c'est une action individuelle magnifique, mais pas le chef-d'œuvre. Non, mais parce que j'ai 2-3 réserves qui tiennent au moment du match et au positionnement de Lyon sur l'action. C'est-à-dire que Lyon, ils sont que 10. Oui. Quand Mbappé récupère le ballon, ils sont coupés en 2. Il y a 5 joueurs qui sont déjà éliminés par l'interception. Guimarães, ça fait un moment qu'il fait les navettes. Ouais. Il peut plus. Il n'arrive même pas à faire une faute. Normalement, il doit au moins le tirer par le maillot, le rater. Voilà, il n'arrive même pas à faire la faute, donc il le dépose facilement. Après, 1 contre 1 contre Marcelo quand on est lancé, franchement, c'est pas le truc le plus dur à faire. Ouais. Donc c'est pas le truc le plus dur. Il fait tout très justement, ouais. Mais il n'y a pas d'exploit. Tout est magnifique, mais là, tout est splendide, mais il n'y a pas d'exploit. On a un auditeur libre, on a notre président Mourad Boudjelal. Vous avez écouté un petit peu les avis qui étaient divergents. Vous maintenez vos déclarations, Mourad? Les chefs-d'œuvre, il n'y a que les artistes qui les font. Et Mbappé, c'est un artiste. On ne réalise pas encore, mais c'est... Moi, vous me parlez de Messi, de Ronaldo, mais Mbappé, c'est le phénomène du football. C'est un phénomène incroyable. Il est au-dessus de tout le monde déjà. Et il a une carrière, c'est un ovni, ce garçon. Oui. Et ce qu'il y a d'impressionnant, c'est vrai qu'effectivement, comme vous dites, Guimarães, il peut faire une faute. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut cacher son visage. On montre l'action à 100 personnes, les 100 personnes savent que c'est Mbappé qui a fait ça parce qu'il a son style à lui, sa façon, c'est assez incroyable. On reconnaît maintenant une signature. Il a une signature et Mbappé, c'est un phénomène hallucinant et on n'en est qu'au début, ça fait peur. On ne sait pas où va s'arrêter ce garçon. C'est le meilleur joueur du monde et ça sera peut-être le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas exclu parce qu'il est très en avance sur tout le monde. On a dans le football a la chance d'avoir en France d'avoir plus qu'un phénomène. Mais s'il reste le meilleur. Non, mais juste une chose, c'est. Ah non. Mais attendez, le meilleur joueur du monde, il est champion du monde. D'accord. Messi. Attendez, le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde. est terminée. Le meilleur joueur du monde qui est en finale de la Coupe du Monde, il a un ballon pour que son équipe mène 1-0, elle mène 1-0. Messi, il a le ballon pour que son équipe mène 1-0 en finale de la Coupe du Monde. Donc c'est Griezmann le meilleur. Et en reste à 0-0. Au Ballon d'Or, Griezmann a fini devant Mbappé. Donc c'est Griezmann le meilleur joueur du monde. Non, aujourd'hui c'est Mbappé. J'aime pas quand vous ouvrez la bouche comme ça, Eric. Non. Vous êtes là, vous n'êtes pas d'accord avec votre président. C'est pas grave. On va s'expliquer. On va vivre ça tranquillement. Non, mais là, vous répondez pas à la question. Vous dites, vous partez sur Mbappé, le futur, la star et tout. Mais là, moi, je dis, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? C'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre parce qu'il y a le. Non, mais vous me dites que les artistes sont des chefs-d'œuvre. C'est le style. Ils font aussi des merdes. C'est arrivé en studio, mais ça vaut quand même de l'argent parce qu'il y a une signature en bas. Après, il y a des œuvres où vous êtes scotché et en règle générale, c'est 90% de réussite. Mais on répond pas à la question. Si ça, c'est un chef-d'œuvre, même moi, face à Marcelo, j'ai l'impression que je peux y croire. Je crois pas. Si, peut-être il y a quelques années. Moi, j'y crois. L'essentiel, c'est. Pas besoin de vous. Au rugby, on appelle ça traverser le terrain. Voilà. Il a traversé le terrain. On pourrait lancer un défi à Marcelo, Eric Blond. Oui, moi je suis d'accord pour l'organiser. Je suis d'accord pour l'organiser. On l'aurait laissé à moi, je crois. Si Eric réussit, la Allez, on marque une petite pause. Dans quelques minutes, il faut virer Neymar. À tout de suite.
Dernière ligne droite de l'équipe du soir en compagnie du président de l'équipe du soir, Mourad Boudjelal, dans le vil peuple. Il danse tout le temps. Dominique Sévrac, Vincent Duluc, Éric Blanc et Damien Degore. Et nous allons commencer par un petit breaking news. Oh yeah. Oui. L'OM et le fair play financier, a communiqué ce soir de l'UEFA. Le dossier de l'OM a été transmis à la chambre de jugement. Des sanctions pourraient être prononcées à la fin de la procédure. Allô, bonsoir Étienne Moiti. Étienne, vous m'entendez ? Bonsoir. Alors, j'ai lu les petites choses. Moi, ce que je comprends comme menace, c'est en gros, l'OM est-il menacé de ne pas disputer la Ligue des Champions, Étienne ? Je concrétise tout de suite. C'est une possibilité, on n'en est pas encore là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juin dernier, l'OM a signé un accord de règlement avec l'UEFA en termes de fair play financier qui prévoyait donc qu'il devait être à seulement moins 30 millions d'euros de déficit à la fin de cette saison. Donc on était un tout petit peu surpris de voir dégainer un communiqué pour dire que l'OM n'avait pas encore respecté ses engagements, puisqu'on pensait que ces engagements n'étaient qu'au 30 juin prochain. Mais donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des engagements intermédiaires qui n'étaient pas publics et que manifestement l'OM n'a pas respecté. C'est-à-dire que maintenant ils sortent du cadre de cet accord de règlement pour être transmis devant la chambre de jugement qui est beaucoup plus sévère. Et donc on peut avoir tout type de sanctions pour l'OM, des sanctions modestes, mais des sanctions très fortes. Et c'est sans doute des sanctions très fortes qu'aura à subir Marseille. Des sanctions très fortes, concrètement, c'est l'intitulé de début de notre discussion. C'est en gros, l'OM pourrait être interdit de disputer la Ligue des Champions. Enfin, c'est ça ? Il est impossible de l'exclure parce qu'il faut savoir, c'est que l'OM est déjà sous le coup de sanctions. C'est-à-dire cet accord de règlement, c'est déjà une forme de sanction. C'est-à-dire que on sait d'ores et déjà, par exemple, que Marseille ne pourra pas, s'il dispute bien la Ligue des Champions, avoir plus de 21 joueurs qui sont inscrits sur la liste. Il y a un contrôle aussi de ses transferts, un contrôle un peu de sa masse salariale. C'est déjà une forme de sanction. Mais l'OM, donc, n'ayant pas respecté ses premiers engagements, sort de ce type de sanctions et s'expose à des sanctions plus lourdes. Donc ça peut aller éventuellement donc, jusqu'à une exclusion de Coupe d'Europe. On n'en est pas là, mais on a vu que dernièrement, l'UEFA n'hésitait pas à prendre des sanctions extrêmement sévères à l'égard de clubs prestigieux. Étienne, je vous passe Mourad Boudjelal qui a une question, une réflexion à vous faire. C'est quand même extrêmement surprenant puisque l'OM fait une saison qui est plutôt une très belle saison. Oui, son deuxième. Il me semble qu'en remplissage au stade Vélodrome, en étant deuxième, les voyants sont plutôt au vert puisque le public répond à une équipe qui gagne. Ils n'ont pas fait de folie à l'intersaison, je n'ai pas l'impression, ou alors on m'aurait menti. En termes de sponsors, ils ont trouvé de nouveaux sponsors. Alors je me demande quel budget ils ont pu présenter en début de saison. Je ne pense pas qu'ils aient anticipé sur un budget où ils étaient deuxième, parce que même n'y croyaient pas, parce que Villas-Boas fait un travail remarquable. Donc on peut vraiment se poser des questions, parce que là, ils sont dans la saison idéale pour tenir un budget. Et apparemment, au temps de passage, ils sont très en dessous. Mais sauf qu'ils ont des salaires absolument qui les... Oui, mais en début de saison, ils les connaissaient, les salaires. Et paradoxalement, atteindre ses objectifs en Ligue des Champions, ça veut aussi dire payer des primes, mais ça coûte très cher au club. Je me souviens d'un dossier que vous aviez piloté avec l'équipe Étienne Moati. Le déficit ou la dette prévisionnelle pour une saison réussie, c'était 60 millions à minima à la fin de la saison. C'est bien ça, vous pouvez nous confirmer ces chiffres, hein ? Oui, c'est à peu près ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la saison dernière, les pertes de Marseille, elles étaient de 91 millions d'euros, donc c'est énorme. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que si Marseille n'a pas fait de folie, Marseille n'a pas vendu non plus de joueurs. Ce qui était quand même l'objectif du club, parce que vous ne pouvez pas donc obtenir des recettes extrêmement importantes et pouvoir changer votre situation financière dans le football si vous ne vendez pas des joueurs. C'est vraiment la vraie variable d'ajustement. Et pour le coup, Marseille n'a pas vendu Florian Thauvin à l'intersaison. Marseille n'a pas vendu non plus au mercato d'hiver. Et Marseille a même continué un petit peu à engager des joueurs. Alors, sur des sommes moins importantes que ce qu'ils ont fait ces dernières saisons, mais tout de même. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation de Marseille n'a pas beaucoup bougé et les objectifs donc d'essayer de rentrer dans les clous étaient extrêmement importants. Donc on n'est pas non plus surpris, c'est-à-dire que on voyait bien que Marseille ne vendait pas de joueurs, on voyait bien que Marseille finalement ne faisait pas les économies donc qui étaient demandées
Et aujourd'hui, c'est pourquoi ils en sont là. Rappelons, Étienne, si on est en ligne avec vous, en direct avec vous, que l'OM donc, est le fair play financier, le feuilleton continue. Le dossier de l'OM a été transmis donc, par l'UEFA à la chambre de jugement. Des sanctions prononcées à la fin de la procédure pourraient être prises. Juste par anticipation, des sanctions tombent. La fin du championnat tombe également. Marseille vend des joueurs à hauteur allez, de 30 ou 40 millions, rentre un peu dans les clous. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait peut-être sauver la saison de l'Olympique de Marseille, où cette sanction prononcée pourrait être irrémédiable. Écoutez, c'est difficile de le dire avec certitude, mais en tout cas, donc, le fait qu'il soit d'ores et déjà transféré devant la chambre de jugement, ça veut dire qu'il y aura des sanctions. Alors, est-ce que ce sont des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion? Ça, pour l'heure, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas respecté leurs engagements. Ils s'étaient engagés donc auprès de l'UEFA, auprès de la chambre d'instruction du fair play financier, un certain nombre d'obligations qu'ils n'ont pas remplies. Donc ils sont en faute d'ores et déjà. Donc si l'UEFA et si la chambre de jugement veut d'ores et déjà prendre des sanctions, ils peuvent le faire. Après, ils vont sans doute quand même attendre de voir quelle est l'évolution tout de même de la situation financière marseillaise, quel compte ils présentent au 30 juin prochain pour prendre des décisions définitives. Mais en tout cas, des sanctions plus lourdes que celles qu'ils ont aujourd'hui, c'est certain qu'ils en auront. Juste une question rapide de Dominique Sévrac. Si l'OM ne dispute pas la Ligue des Champions, la 3e place deviendrait mécaniquement qualificative ou pas? Absolument. C'est en tout cas toujours... Alors, il faut quand même aussi rassurer les supporters marseillais qui doivent nous écouter. Pour l'instant, il n'y a pas d'exclusion de l'Olympique de Marseille de la Coupe d'Europe. Mais si jamais quel club que ce soit l'OM ou un autre, ou dans n'importe quel championnat, donc n'est pas autorisé donc à disputer une compétition, c'est dans le même championnat donc qu'on trouve son remplaçant. Un tabac, Étienne, une autre question. Juste, Étienne, il me semble que Milan, l'année dernière, l'AC Milan, c'était à peu près à cette période-là, que les Milanais avaient appris qu'ils seraient interdits de Coupe d'Europe, non? Oui, pour Milan, il y avait eu donc une exclusion de Coupe d'Europe et le club milanais s'était tourné devant le TAS et avait obtenu donc l'annulation de cette décision. Donc évidemment, en sport comme partout, il y a des voies de recours en termes de justice. Donc de toute façon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, pour l'heure, ce qu'on peut dire, c'est que le cas marseillais s'aggrave sérieusement. Merci beaucoup, Étienne. On va vous lire évidemment avec attention demain dans le journal L'Équipe. Merci beaucoup, Étienne. Reprenons le cours de cette émission. Il faut virer Neymar. Propos de notre président du soir, Mourad Boudjelal, dans une interview datée du 26 février chez vous, dans Le Parisien. Très bon journal. Président Boudjelal, vous évoquez cette idée, cette hypothèse. On vous laisse tranquillement 1 minute pour convaincre. Pourquoi il faut vendre Neymar l'été prochain? On se tait, on va baisser un petit peu les lumières tranquillement, être comme chez nous, tranquille. Et on vous écoute, Mourad. J'ai donné un début de réponse tout à l'heure parce que je pense que la star du Paris Saint-Germain, c'est Mbappé, c'est pas Neymar. Que Neymar est un intermittent du spectacle dans cette équipe, même si c'est un très grand joueur de football. Je n'accepte pas qu'un joueur, par exemple, fête son anniversaire un jour ou deux avant un 8e de finale de Coupe d'Europe. Je n'accepte pas. On a l'impression qu'il est plus souvent au Brésil à faire des fêtes qu'au Paris Saint-Germain. Donc moi je pense qu'avec le budget de Neymar, tout en respectant le joueur bien sûr, le Paris Saint-Germain a besoin de besogneux et que la star du Paris Saint-Germain, celui qui amènera l'équipe qui fera peut-être gagner une Coupe d'Europe, c'est Mbappé, c'est pas Neymar. Et dès aujourd'hui, je pense que la véritable star c'est Mbappé et que l'équipe doit jouer pour Mbappé. Ok, 1 minute ou moins pour moi. Pas de problème. Mourad Boudjelal, compte Twitter de l'Équipe du soir. 1, vous a-t-il convaincu? Et 2, Mourad, avez-vous convaincu votre ville-peuple du soir? Eh bien, je vais juste passer, donc, prendre les avis. Damien, convaincu, oui ou non? Non. Non. Eric, convaincu, oui ou non? Moi, non. Non. Vincent, convaincu, oui ou non? Un petit peu. Un petit peu. Dominique, convaincu, oui ou non? Plutôt oui. Plutôt oui. Eh bien, les noms, tout d'abord. Damien Degore. Non, mais ils y comprennent rien. Oui, mais laissez-leur une chance. Je vous ai trouvé plutôt bon jusqu'ici. J'ai un carton rouge, attention. Non, pas convaincu, parce que je pense que Mbappé n'est pas encore prêt
à assumer le rôle que vous lui prêtez ou vous voulez qu'il endosse. Parce que je pense que Neymar est quand même la star du PSG aujourd'hui et qu'un grand Neymar, et on est toujours tous été d'accord autour de ce plateau, quels qu'eurent été les interlocuteurs, dire que Neymar est capable aujourd'hui, est le seul capable aujourd'hui au PSG de faire passer un cap. Je vous trouve dur dans les arguments parce qu'il n'a pas organisé de fête d'anniversaire 2 jours avant un 8e de finale de Ligue des Champions. C'était 10 jours avant tout le monde organise des fêtes. Lui, il les médiatise. 2 jours avant Nantes. Oui, c'était 2 jours avant le match de championnat. Mais 2 jours avant un match de championnat. Mais en même temps, c'est assez révélateur de ce que les gens pensent de Neymar. Quand Neymar, ça va de travers, tout va de travers avec lui. On en arrive même, mais vous n'êtes pas le seul à le penser, à le dire, à lui prêter des choses qu'il ne fait pas forcément. Et je trouve qu'on est souvent très sévère avec lui. On n'a pas dit que c'était pas un grand joueur. Non, mais je pense que c'était pas le joueur qu'il fallait dans la problématique du Paris Saint-Germain. Qu'il peut vraiment être une locomotive pour ce club. Et j'espère qu'il le sera. Ouais. Eric ? Moi, c'est plus ces institutions. Neymar, bien sûr, il est arrivé, il a fait vendre des billets, le marketing, faire connaître. Clair, il le voulait. Le problème, c'est la politique sportive qui doit être mise en cause. C'est son président. C'est pourquoi. Il n'y a personne. Il n'y a pas le poids de l'institution, il n'y a pas les trophées, il n'y a pas l'histoire au Paris Saint-Germain et les joueurs s'octroient tout. Le vrai problème, c'est que demain, si c'est pas Neymar, vous faites revenir, il y aura toujours les mêmes problèmes. Donc c'est à la direction, c'est la structure du club qui est pour moi responsable de se laisser aller. Et même avec un retour de Leonardo, on pensait le magicien Harry Potter, c'est avec sa baguette, rien ne se passe. Donc, bien sûr que Neymar, il prend de la place, c'est une star mondiale, ils l'ont voulu. Mais on ne peut pas dire que c'est... Et là, le concept de l'émission, c'est 1 minute pour convaincre, mais je vous ai également écouté sur Europe 1 la semaine dernière. Vous avez un peu balancé sur le président Nasser Al-Khelaifi en disant président intermittent, qui est président qui est absent. Là, il y a Eric qui vous branche sur les institutions. C'est pas ça la principale chose que je lui reproche. Moi, j'ai rien contre Nasser Al-Khelaifi. La seule chose, c'est qu'il fait pas le même boulot que Aulas. C'est-à-dire, le boulot de Aulas, il doit créer des richesses. S'il veut augmenter son budget, il doit créer des richesses. De l'autre côté, l'autre, il va voir son ami et il lui dit j'ai besoin d'un peu plus d'argent. Donc, ils font pas du tout le même boulot. Moi, je suis beaucoup plus respectueux envers un président de club qui a la problématique de création de richesses, comme beaucoup de présidents de club de Ligue 1, qu'un président dont la problématique est de convaincre un émir de mettre plus d'argent. Parce que, président, vous auriez aimé avoir Neymar. Mais bien sûr. Bon, parce que vous parlez d'Mbappé, on va le mettre de côté. Mais Neymar, vous en auriez rêvé, vous auriez tout fait pour le faire venir. Et je suppose que vous êtes sûr que vous auriez eu d'autres rapports. Ouais, mais je lui aurais coupé les réseaux sociaux déjà pour commencer. Ouais. C'est pas évident. À 30 millions de suiveurs, personne ne dit que Neymar c'est pas un grand joueur. Mais une équipe pour qu'elle gagne, il faut effectivement une star ou deux et il faut des besogneux. J'ai l'impression que dans cette équipe du Paris Saint-Germain, ça manque de besogneux. Mais l'enjeu juste. En tout cas, l'argument de Mourad, c'est il faut pas 2 coqs dans le même poulailler finalement. Mbappé, Neymar. Non mais ça encore jusqu'à 4 ou 5 coqs. Jusqu'à 4 ou 5 coqs, ça peut aller si les autres si les autres travaillent. Moi, le problème, ça va être le bilan au bout des 3 premières années du duo, en fait, pour moi. C'est-à-dire que si Neymar... Non, mais hier soir, entre Neymar et Mbappé, il y en a un qui avait du feu dans les jambes, même si sa première mi-temps est moyenne, et Mbappé, et l'autre qui n'a pas grand-chose dans les jambes. On peut s'inquiéter un peu à 10 jours du retour. Il gras comme un chapon. Il n'avance pas, il n'a pas de feu. Si, en Ligue des Champions, il ne porte pas le PSG, comme Damien attend qu'il le porte, le résultat des 3 années, ça aurait été un échec. Et l'échec, on peut le sanctionner et en tirer la leçon. Et la leçon, c'est que c'est pas la peine d'avoir un investissement pareil. Autant essayer de construire une équipe que de se limiter à un projet de jeu qui, pour l'instant, de toute façon, le projet de jeu, c'est Neymar plus Mbappé. D'accord, mais est-ce que c'est Neymar? T'as viré Laurent Blanc, Ancelotti, tout le monde est une pipe, les entraîneurs passent, les systèmes que t'as eu. Il y a bien autre chose que simplement Neymar. Moi, c'est pas pour le dire, il a des torts. On t'oppose au projet de jeu limité à Mbappé plus Neymar, justement, de servir de l'argent de Neymar pour faire une équipe. Voilà, moi, c'est ça que je propose. Moi, j'étais sidéré en 2017 quand il a rejoint la Ligue 1. C'est un joueur exceptionnel. C'est un génie du jeu. Mais tu reconnais que 3 ans après, 2 ans et demi après, on a bientôt 3 ans, on n'a rien vu. C'est-à-dire que soit les 8e de finale, il est blessé, soit en ce moment, il revient après une blessure aux côtes où il a énormément grossi. On peut se demander comment c'est possible. Comment ? Non, il n'a pas grossi. Il n'a pas grossi. Il est en surpoids. Non, mais c'est effectivement la musique qui il est en surpoids, c'est sûr. Non, il n'a pas grossi. C'est sûr qu'il est en surpoids.
Et ensuite, vous parlez des blessures. Ok, mais les blessures, est-ce que c'est de sa faute, les blessures? Ce sont des coups, des fissures. Des fissures. C'est pas de sa faute, mais c'est ça pas rentre musculaire. dans le bilan. Ça rentre dans le bilan. Mais moi, là où je pense qu'il peut encore le faire, c'est qu'en Ligue des Champions, il l'a fait. Je veux bien revenir l'année dernière sur la phase de groupe, où vous êtes dans le groupe de Liverpool, de Naples, de l'Étoile Rouge de Belgrade. S'il y en a un qui porte le PSG à ce moment-là, c'est Neymar. C'est pas là que tu l'entends, c'est quand même en phase de groupe. Ah non, mais il t'a sorti quand même d'un groupe. Cette équipe, avec toutes les stars qui la composent, depuis quelques années en Coupe d'Europe, elle réalise des choses assez incroyables. Je veux dire, perdre contre la baie de Manchester quand on a gagné le match aller, se faire une remontada de 5 ou 6 buts à Barcelone, c'est qu'il y a un vrai problème. Je veux dire, il y a un vrai problème. Alors qu'on a quand même une constellation de stars et de grands joueurs, personne ne dit le contraire. Mais j'ai vraiment le sentiment, vu de l'extérieur, alors j'ai beaucoup de gens qui pensent que je suis anti-PSG, et ils n'ont pas tort, mais il manque un ciment dans cette équipe. Il manque un ciment. Alors le ciment, comme vous le dites, ça peut être l'entraîneur, ça peut être le président, les institutions, mais il manque quelque chose pour que cette équipe... Juste une chose. Non, c'est important. Pas Colombo, non, pas juste la petite dernière question. Mourad, vous avez-il convaincu? On y va, compte Twitter de l'équipe du soir, oui ou non? Ça arrive? Oui ou non? Ça arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un suspense, hein. C'est l'élection présidentielle, les petits. Hein, je trafique les urnes, en fait. Ah oui? Il bourre les urnes. Alors, oui ou non? Merde! Non, 52. Si on attend un petit peu, ça peut encore se oui. Ah non, c'est en direct. Hein. Et nous, il n'y a pas de réchauffé. OL 1, Paris Saint-Germain 5. Après la victoire donc, et la qualification du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a déclaré ceci. C'est bien de prendre ce match comme un exemple pour tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit continuer à fournir dans l'avenir. Une déclaration peut-être un peu surprenante, tant la production collective du Paris Saint-Germain hier a été brouillonne. Prendre ce match comme un exemple, comprenez-vous l'analyse d'Edinson Cavani, président, vous avez du boulot, c'est pas un duel, c'est pas un 2 contre 1, c'est un super duel, jingle. Et super duel royal, puisque le camp des Nantes... Oui. Et camp des Nantes est là, sur la droite du plateau. Oui. Duluc Sévrac qui commence. Vincent Dominique. Talent Duluc, expertise Sévrac, ça vous dérange pas? Ok, très bien, j'en prends bonne note. Blanc Degor, vous avez répondu oui. Vous comprenez l'analyse d'Edinson Cavani, qui commence chez vous, qui porte Eric, la tu veux commencer? Eric, il te restera 5 secondes alors. Pas du tout. Comprenez-vous l'analyse d'Edinson Cavani? Attention, pendant le super duel, on ne bouge pas tellement, on ne bouge pas du tout. Eric, c'est à vous de parler. Bah oui, parce que pour moi, c'est un message de l'extérieur en interne. On est à 5 jours d'un match le plus important. C'est le joueur un peu charismatique qui était à côté de la photocopieuse. On ne le calculait pas et aujourd'hui, on sent tous qu'il va être l'avancante numéro 1. Même si au plan collectif, ça n'a pas été ça contre Lyon, moi je parle qu'il devient un leader potentiel de vestiaire, de combat. Il a envie d'entraîner tout le monde et même si sans démagogie, il y a des choses qui ne vont pas, je dirais dans le jeu, et on doit faire cause commune, solidarité, combat, c'est ce qui fait passer comme message. Vincent Luc. Je pourrais comprendre s'il disait il faut me prendre pour exemple, il faut défendre comme moi, il faut donner à l'équipe ce que je lui donne, même si j'ai pas tout, même s'il m'arrive d'avoir les pieds carrés dans certaines situations. Parce qu'effectivement, les autres attaquants ne défendent pas comme lui, ne donnent pas autant à l'équipe. Mais il faut prendre ce match en exemple pour toute la pauvreté offensive du PSG dans la relation technique des joueurs offensifs, dans la construction du jeu, dans la lenteur du jeu de passe. Je trouve que non, on ne peut pas prendre d'exemple. C'est un discours qui est beaucoup trop... qui lutte trop artificiellement contre la négativité. Ok, Damien Degor. Moi, je lis la phrase de Cavani jusqu'au bout et je le lis, il faut prendre en exemple tout ce qu'il nous reste encore à faire et tout ce qu'on n'a pas fait sur ce match. Cavani n'a pas une maîtrise du français qui est parfaite et quand il dit ça, je pense qu'il veut dire on a vu sur ce match la marge de progression qu'on a encore à faire, les erreurs qu'on a faites, ne pas les reproduire, les bonnes choses qu'on pouvait faire, essayer de travailler sur ces points-là. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il veut dire il faut prendre ce match en exemple. 28 secondes, 68 centièmes, Dominique Sévrac. Alors, je ne suis pas traducteur d'Edinson Cavani, je suis juste quelqu'un qui répond à la question. Et donc on ne peut pas prendre ce match en exemple parce qu'il y avait des trous partout. Au milieu du terrain, c'était Gay Paredes. Si c'est ça, la semaine prochaine contre Dortmund, on peut commencer à avoir peur. Alors s'il faut prendre l'exemple, le fait que Mbappé est un phénomène, merci, ça on le savait déjà. S'il faut prendre l'exemple que Paris peut obtenir des cartons rouges pour lui et pas contre lui avec Kurzawa, ça on le savait déjà. Donc il n'y a rien à prendre en exemple. En fait, il est en train de dire, faut prendre l'exemple de ce match pour que je sois titulaire contre Dortmund. Ok. C'est ça que j'ai compris.
Et qui vous a convaincu sur la question d'Edinson Cavani, sur le constat d'Edinson Cavani? Est-ce la droite du plateau, incarnée par Dominique Sévrac et Vincent Duc, ou est-ce la gauche, incarnée par Éric Blanc et Damien Degore? Ils sont très à droite. Du soir, le président de gauche ou de droite là, sur cette question? Vu que la gauche, ils ont toujours été contre moi, je vais dire de droite. Prenez votre vengeance. Ouais, non, ça passe pas Cavani. J'ai eu l'impression que vous étiez un peu convaincu par les propos de Damien parce que Degore. Cavani, il fait pas semblant, quoi. Voilà. Il faut le reconnaître, c'est un mec au PSG qui fait pas semblant. Il s'investit vraiment et c'est pas Neymar. C'est clair. Donc il est sincère. Ouais, il est sincère et puis c'est vrai que des fois il a un peu les pieds carrés, mais puis il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Donc je me dis s'il y avait 11 mecs au PSG qui avaient l'état d'esprit de Cavani, peut-être que Marseille ne pourrait plus dire à jamais les premiers. Ok. Et qui gagne? Est-ce que c'est Dominique et Vincent ou est-ce que c'est Eric et Damien? On y va. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Bah oui, parce qu'on a grille. Il vaut mieux l'avoir en journal. Vincent et Dominique vont triompher ce soir. C'est le check du Corona. Dernière case de cette première partie. On va mettre notre président Boudjelal sur le gris. J'ai les questions directes. Oui. Des réponses punchy, directes, enfin avec vos styles quoi. Et on y va. Au mois de janvier, vous avez annoncé que vous aimeriez reprendre le club de foot du Sporting de Toulon, dernier du national, donc de 3e division. L'actuel président Claude Joua vous répond, le club n'est pas à vendre ce soir. Pouvez-vous nous dire simplement que vous allez jeter l'éponge? Non. Non? Non, ça avance. Ça avance? Ça avance, ouais, ça avance bien. Mais ça avance ailleurs aussi. Ça avance ailleurs? Ouais. C'est-à-dire? Vous verrez. Donc, c'est dans le sud de la France? Ça avance, ça avance. Comme le chantait Alain Souchon, on avance, c'est une évidence. Ok, très bien. La phrase après, si on n'a pas assez d'essence. On faire la route dans l'autre sens. Ouais. C'est un club quoi? Dans la même division que Toulon? La priorité, c'est le Sporting. Donc, on avance relativement bien au Sporting. Ok. Dans l'équipe du 31 janvier, sur le Sporting, pas sur l'autre club. Non, Sporting Club. Je me suis fixé un objectif, la Ligue 1 dans 5 ans. Alors la Ligue 1 dans 5 ans, pourquoi 5 ans? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 6? 5 ans, pourquoi? Comment vous voyez la chose? Ça veut dire 2 montées en 2 ans et après National 1, Ligue 2 et après avoir 3 ans pour monter. Voilà. Donc c'est la façon dont je vois. À part que cette année elle est très compliquée, que je vais découvrir sûrement un club où il y aura des surprises et qu'il faudra peut-être une année de plus parce que la sagesse voudrait que la première saison c'est le bizutage et qu'on fasse des constats et qu'on construise tranquillement. Le bizutage, c'est quoi? Par rapport au compte que vous allez découvrir ou par rapport au milieu du foot que vous allez découvrir, les agents? L'ensemble, le milieu du foot, les agents, peut-être les comptes, j'en sais rien, parce qu'on sait tous qu'il y a le bilan, il y a le hors-bilan dans un club. Le hors-bilan, c'est les petits avenants qui sont signés sur un bout de papier, où le président m'avait dit que, voilà, donc il y a tout un tas de choses à rentrer dans le périmètre. Mais voilà, moi j'ai rencontré Claude Joy, ça c'est la 2e fois, ça s'est très bien passé. Et je pense que si chacun met un peu d'eau dans son vin, même si j'ai horreur de ça, on doit pouvoir arriver à quelque chose. Ça vaut combien le Sporting? C'est pas une question d'argent, c'est une question d'être compatible. Voilà. Okay. Le 28 septembre dernier, dans le Figaro, vous reveniez sur le passage de Fabien Galtier à Toulon. Ouais. Alors, l'importance de la data, vous savez, les données statistiques, j'ai l'impression que ça vous gonfle un peu. Ouais. Je vais vous citer dans le Figaro, on calcule tout. Le terrain d'entraînement du RCT ressemblait à la NASA, mais il n'y avait pas d'appareil pour mesurer les couilles. Mesurer les couilles d'un joueur, est-ce que c'est ça le job d'un président? Non, mais le rugby, ça reste quand même un sport de combat, un sport d'envie. Et effectivement, alors on a aujourd'hui des préparateurs physiques, des scientifiques qui vous donnent toutes les données sur les joueurs. Je veux dire, et on a des entraîneurs qui, en fonction de ces données, vont faire l'équipe. Moi, je suis pas toujours d'accord parce qu'il peut y avoir des joueurs quand même des données un peu moins bonnes, mais qui ont une envie et un cœur incroyable et qui vont compenser largement, voire au centuple. Et Fabien Galtier, que j'ai côtoyé 1 an, avec qui
qui j'ai plutôt du respect, je veux dire, était totalement dans ce rugby-là, le rugby des statistiques. Voilà, il fait un PowerPoint pour savoir quelle est l'équipe qui va jouer. J'ai deux questions, mais en fait, une question. Pourquoi le 15 de France va réaliser le Grand Chelem ou pourquoi le 15 de France ne va pas réaliser le Grand Chelem? Voilà, vous choisissez fromage ou dessert. Parce qu'on a une génération exceptionnelle, on va réaliser le Grand Chelem et on va être champion du monde en 2023. Voilà, ça fait quelques années que le rugby en France a la chance de on a eu un vide générationnel et là on a vraiment des gamins incroyables. Et il y a même des postes où le troisième aurait été titulaire il y a quelques années. Voilà, on a pléthore de joueurs, on a pléthore de talents. Il y a encore des jeunes incroyables qui arrivent. Il se passe quelque chose dans le rugby français, voilà, parce que voilà, les clubs ont très bien travaillé. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, on a toutes les armes pour être champion du monde en 2023 et on va gagner en Écosse et on battra l'équipe d'Irlande chez nous. Ça sera le Grand Chelem cette année. Et quand on voit la victoire au Pays de Galles, on peut avoir encore plus de regrets pour ce quart de finale de Coupe du Monde parce qu'il est évident qu'on était au-dessus des Gallois. Ok, dernière question, vous allez juste compléter ma phrase. Nous avons reçu ce soir le futur président du Sporting Club de Toulon ou de... Non, je ne compléterai pas. Non, nous avons reçu ce soir, j'espère, le futur président du Sporting Club de Toulon. D'accord, merci beaucoup. Ça aurait pu marcher, franchement. Les petits habillages à l'américaine, musique qui fait peur, très rapidement. Saint-Étienne-Rennes, Saint-Étienne-Rennes, demi-finale de Coupe de France. Je vais vous demander de donner le prono, le score final. Mourad, vous ne serez pas là en deuxième partie. Vous jouez pour Nabil Djellit. Si vous voulez gonfler les scores, on peut rigoler. Ouais. Et maintenant, Saint-Étienne-Rennes, score final, Damien Degaulle. 2-1 pour Rennes. Un but partout, prolongation, pénalty, Saint-Étienne. Merci beaucoup, Vincent Duluc. Je veux dire pareil, un partout, 4-3 au tir au but Saint-Étienne. Ok. Dominique Sévrac. 1-3. Enfin, Mourad Boudjelal qui joue pour Nabil Djellit, il l'a eu au téléphone. Le score final, ça sera quoi? Je m'excuse auprès des Verts, mais je pense que ça sera 0-2 pour Rennes. Ok. Toujours rouge et noir. On vous embrasse. Merci beaucoup. La folle équipe, dans quelques minutes, sur notre antenne. Rennes. L'équipe Olivier Rouillet contre l'équipe Alonso. Pas besoin de me le dire, Lauriette. Ah oui. T'es au courant, ma petite. On vous embrasse. Bon vent, merci président beaucoup. Boudjelal. Nous, on se retrouve dans la deuxième partie pour le débrief du match. Saint-Étienne-Rennes, à tout à l'heure. C'est pas l'OM. Soir, Mourad Boudjelal dans le vil peuple, il danse tout le temps. Dominique Sévrac, Vincent Duluc, Éric Blanc et Damien Degaulle. Et nous allons commencer par un petit breaking news. Oh yeah. Oui. L'OM et le fair play financier. Eh bien, communiqué ce soir de l'UEFA, le dossier de l'OM a été transmis à la chambre de jugement. Des sanctions pourraient être prononcées à la fin de la procédure. Allô, bonsoir Étienne Moiti. Étienne, vous m'entendez ? Bonsoir. Alors, j'ai lu les petites choses. Moi, ce que je comprends comme menace, c'est en gros, l'OM est-il menacé de ne pas disputer la Ligue des Champions, Étienne ? Je concrétise tout de suite. C'est une possibilité, on n'en est pas encore là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juin dernier, l'OM a signé un accord de règlement avec l'UEFA en termes de fair play financier qui prévoyait donc qu'il devait être à seulement moins 30 millions d'euros de déficit à la fin de cette saison. Donc on était un tout petit peu surpris de voir dégainer un communiqué pour dire que l'OM n'avait pas encore respecté ses engagements puisqu'on pensait que ses engagements n'étaient qu'au 30 juin prochain. Mais donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des engagements intermédiaires qui n'étaient pas publics et que manifestement l'OM n'a pas respecté. C'est-à-dire que maintenant ils sortent du cadre de cet accord de règlement pour être transmis devant la chambre de jugement qui est beaucoup plus sévère. Et donc on peut avoir tout type de sanctions pour l'OM, des sanctions modestes, mais des sanctions très fortes. Et c'est sans doute des sanctions très fortes qu'aura à subir Marseille. Des sanctions très fortes, concrètement, c'est l'intitulé de début de notre discussion. C'est en gros, l'OM pourrait être interdit de disputer la Ligue des Champions. Enfin, c'est ça ? Il est impossible de l'exclure parce qu'il faut savoir, c'est que l'OM est déjà sous le coup de sanctions. C'est-à-dire cet accord de règlement, c'est déjà une forme de sanction. C'est-à-dire que on sait d'ores et déjà, par exemple, que Marseille ne pourra pas, s'il dispute bien la Ligue des Champions, avoir plus de 21 joueurs qui sont inscrits sur la liste. Il y a un contrôle aussi de ses transferts, un contrôle un peu de sa masse salariale. C'est déjà une forme de sanction. Mais l'OM, donc, n'ayant pas respecté ses premiers engagements, sort de ce type de sanction
et s'expose à des sanctions plus lourdes. Donc ça peut aller éventuellement donc jusqu'à une exclusion de Coupe d'Europe. On n'en est pas là, mais on a vu que dernièrement l'UEFA n'hésitait pas à prendre des sanctions extrêmement sévères à l'égard de clubs prestigieux. Étienne, je vous passe Mourad Boudjelal qui a une question, une réflexion à vous faire. C'est quand même extrêmement surprenant puisque l'OM fait une saison qui est plutôt une très belle saison. Oui, c'est son deuxième. Il me semble qu'en remplissage au stade Vélodrome, en étant deuxième, les voyants sont plutôt au vert puisque le public répond à une équipe qui gagne. Ils n'ont pas fait de folie à l'intersaison, je n'ai pas l'impression, ou alors on m'aurait menti. En termes de sponsors, ils ont trouvé de nouveaux sponsors. Alors je me demande quel budget ils ont pu présenter en début de saison. Je ne pense pas qu'ils aient anticipé sur un budget où ils étaient deuxième, parce que même n'y croyaient pas, parce que Villas-Boas fait un travail remarquable. Donc on peut vraiment se poser des questions, parce que là, ils sont dans la saison idéale pour tenir un budget. Et apparemment, au temps de passage, ils sont très en dessous. Mais sauf qu'ils ont des salaires absolument qui les Oui, mais en début de saison, ils les connaissaient, les salaires. Et paradoxalement, atteindre ses objectifs en Ligue des Champions, ça veut aussi dire payer des primes, mais ça coûte très cher au club. Je me souviens d'un dossier que vous aviez piloté avec l'équipe Étienne Moati. Le déficit ou la dette prévisionnelle pour une saison réussie, c'était 60 millions à minima à la fin de la saison. C'est bien ça, vous pouvez nous confirmer ces chiffres, hein? Oui, c'est à peu près ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la saison dernière, les pertes de Marseille, elles étaient de 91 millions d'euros, donc c'est énorme. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que si Marseille n'a pas fait de folie, Marseille n'a pas vendu non plus de joueurs. Ce qui était quand même l'objectif du club, parce que vous ne pouvez pas donc obtenir des recettes extrêmement importantes et pouvoir changer votre situation financière dans le football si vous ne vendez pas des joueurs. C'est vraiment la vraie variable d'ajustement. Et pour le coup, Marseille n'a pas vendu Florian Thauvin à l'intersaison. Marseille n'a pas vendu non plus au mercato d'hiver. Et Marseille a même continué un petit peu à engager des joueurs. Alors, sur des sommes moins importantes que ce qu'ils ont fait ces dernières saisons, mais tout de même. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation de Marseille n'a pas beaucoup bougé et les objectifs donc d'essayer de rentrer dans les clous étaient extrêmement importants. Donc on n'est pas non plus surpris, c'est-à-dire que on voyait bien que Marseille ne vendait pas de joueurs, on voyait bien que Marseille finalement ne faisait pas les économies donc qui étaient demandées et aujourd'hui c'est pourquoi ils en sont là. Rappelons, Étienne, si on est en ligne avec vous, en direct avec vous, que l'OM est le fair play financier, le feuilleton continue. Le dossier de l'OM a été transmis donc par l'UEFA à la chambre de jugement. Des sanctions prononcées à la fin de la procédure pourraient être prises. Juste par anticipation, des sanctions tombent. La fin du championnat tombe également. Marseille vend des joueurs à hauteur de 30 ou 40 millions, rentre un peu dans les clous. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait peut-être sauver la saison de l'Olympique de Marseille, où cette sanction prononcée pourrait être irrémédiable. Écoutez, c'est difficile de le dire avec certitude, mais en tout cas, donc, le fait qu'il soit d'ores et déjà transféré devant la chambre de jugement, ça veut dire qu'il y aura des sanctions. Alors, est-ce que ce sont des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion? Ça, pour l'heure, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas respecté leurs engagements. Ils s'étaient engagés donc auprès de l'UEFA, auprès de la chambre d'instruction du fair play financier, un certain nombre d'obligations qu'ils n'ont pas remplies. Donc ils sont en faute d'ores et déjà. Donc si l'UEFA et si la chambre de jugement veut d'ores et déjà prendre des sanctions, ils peuvent le faire. Après, ils vont sans doute quand même attendre de voir quelle est l'évolution tout de même de la situation financière marseillaise, quel compte ils présentent au 30 juin prochain pour prendre des décisions définitives. Mais en tout cas, des sanctions plus lourdes que celles qu'ils ont aujourd'hui, c'est certain qu'ils en auront. Juste une question rapide de Dominique Sévrac. Si l'OM ne dispute pas la Ligue des Champions, la 3e place deviendrait mécaniquement qualificative ou pas? Absolument. C'est en tout cas toujours... Alors, il faut quand même aussi rassurer les supporters Marseille qui doivent nous écouter. Pour l'instant, il n'y a pas d'exclusion de l'Olympique de Marseille de la Coupe d'Europe. Mais si jamais quel club que ce soit l'OM ou un autre, ou dans n'importe quel championnat, donc n'est pas autorisé donc à disputer une compétition, c'est dans le même championnat donc qu'on trouve son remplaçant. Un tabac, Étienne, une autre question. Juste, Étienne, il me semble que Milan, l'année dernière, l'AC Milan, c'était à peu près à cette période-là, que les Milanais avaient appris qu'il serait interdit de Coupe d'Europe, non? Oui, pour Milan, il y avait eu donc une exclusion de Coupe d'Europe et le club milanais s'était tourné devant le TAS et avait obtenu donc l'annulation de cette décision. Donc évidemment, en sport comme partout, il y a des voies de recours en termes de justice. Donc de toute façon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, pour l'heure, ce qu'on peut dire, c'est que le cas marseillais s'aggrave sérieusement.
Merci beaucoup Étienne, on va vous lire évidemment avec attention demain dans le journal L'Équipe. Merci beaucoup Étienne. Reprenons le cours de cette émission. Il faut virer Neymar. Propos de notre président du soir, Mourad Boudjelal, dans une interview datée du 26 février chez vous, dans Le Parisien. Très bon journal. Président Boudjelal, vous évoquez cette idée, cette hypothèse. On vous laisse tranquillement 1 minute pour convaincre. Pourquoi il faut virer, pourquoi il faut vendre Neymar l'été prochain? On se tait, on va baisser un petit peu les lumières tranquillement, être comme chez nous, tranquille. Et on vous écoute, Mourad. J'ai donné un début de réponse tout à l'heure parce que je pense que la star du Paris Saint-Germain, c'est Mbappé, c'est pas Neymar. Que Neymar est un intermittent du spectacle dans cette équipe, même si c'est un très grand joueur de football. Je n'accepte pas qu'un joueur, par exemple, fête son anniversaire un jour ou deux avant un 8e de finale de Coupe d'Europe. Je n'accepte pas. On a l'impression qu'il est plus souvent au Brésil à faire des fêtes qu'au Paris Saint-Germain. Donc moi, je pense qu'avec le budget de Neymar, tout en respectant le joueur, bien sûr, le Paris Saint-Germain a besoin de besogneux. Et que la star du Paris Saint-Germain, celui qui amènera l'équipe, qui fera peut-être gagner une Coupe d'Europe, c'est Mbappé, c'est pas Neymar. Et dès aujourd'hui, je pense que la véritable star, c'est Mbappé et que l'équipe doit jouer pour Mbappé. Ok, 1 minute ou moins pour moi. Pas de problème. Mourad Boudjelal, compte Twitter de l'Équipe du soir. 1, vous a-t-il convaincu? Et 2, Mourad, avez-vous convaincu votre ville peuple du soir? Eh bien, j'ai juste passé, donc, prendre les avis. Damien, convaincu, oui ou non? Non. Non. Eric, convaincu, oui ou non? Moi, non. Non. Vincent, convaincu, oui ou non? Un petit peu. Un petit peu. Dominique, convaincu, oui ou non? Plutôt oui. Plutôt oui. Eh bien, les noms, tout d'abord. Damien Degore. Non, mais ils y comprennent rien. Non, mais oui, laissez-leur une Je chance. vous ai trouvé plutôt bon jusqu'ici. Bon. J'ai un carton rouge, attention. Non, pas convaincu, parce que je pense que Mbappé n'est pas encore prêt à assumer le rôle que vous lui prêtez, ou vous voulez qu'il endosse. Parce que je pense que Neymar est quand même la star du PSG aujourd'hui, et qu'un grand Neymar, et on est toujours tous été d'accord autour de ce plateau, quels qu'eurent été les interlocuteurs, dire que Neymar est capable aujourd'hui, est le seul capable aujourd'hui au PSG de faire passer un cap. Je vous trouve dur dans les arguments parce qu'il n'a pas organisé de fête d'anniversaire 2 jours avant un 8e de finale de Ligue des Champions. C'était 10 jours avant tout le monde organise des fêtes. Lui, il les médiatise. 2 jours avant Nantes. Oui, c'était 2 jours avant le match de championnat. 2 jours avant un match de championnat. Mais en même temps, c'est assez révélateur de ce que les gens pensent de Neymar. Quand Neymar, ça va de travers, tout va de travers avec lui. On en arrive même, mais vous n'êtes pas le seul à le penser, à le dire, à lui prêter des choses qu'il ne fait pas forcément. Et je trouve qu'on est souvent très sévère avec lui. On n'a pas dit que c'était pas un grand joueur. Non, mais je pense que c'était pas le joueur qu'il fallait dans la problématique du Paris Saint-Germain. Qu'il peut vraiment être une locomotive pour ce club. Et j'espère qu'il le sera. Ouais. Eric? Moi, c'est plus ces institutions. Neymar, bien sûr, il est arrivé, il a fait vendre des billets, le marketing, faire connaître. Clair, il le voulait. Le problème, c'est la politique sportive qui doit être mise en cause. C'est son président. C'est pourquoi. Il n'y a personne. Il n'y a pas le poids de l'institution, il n'y a pas les trophées, il n'y a pas l'histoire au Paris Saint-Germain et les joueurs s'octroient tout. Le vrai problème, c'est que demain, si c'est pas Neymar, vous faites revenir, il y aura toujours les mêmes problèmes. Donc c'est à la direction, c'est la structure du club qui est pour moi responsable de se laisser aller. Et même avec un retour de Leonardo, on pensait le magicien Harry Potter, c'est avec sa baguette, rien ne se passe. Donc, bien sûr que Neymar, il prend de la place, c'est une star mondiale, ils l'ont voulu. Mais on ne peut pas dire que c'est... Et là, le concept de l'émission, c'est 1 minute pour convaincre, mais je vous ai également écouté sur Europe 1 la semaine dernière. Vous avez un peu balancé sur le président Nasser Al-Khelaifi en disant président intermittent, qui est président qui est absent. Là, il y a Eric qui vous branche sur les institutions. C'est pas ça la principale chose que je lui reproche. Moi, j'ai rien contre Nasser Al-Khelaifi. La seule chose, c'est qu'il fait pas le même boulot que Aulas.
Je veux dire, le boulot de Aulas, il doit créer des richesses. S'il veut augmenter son budget, il doit créer des richesses. De l'autre côté, l'autre, il va voir son ami et il lui dit j'ai besoin d'un peu plus d'argent. Donc ils font pas du tout le même boulot. Moi, je suis beaucoup plus respectueux envers un président de club qui a la problématique de création de richesses, comme beaucoup de présidents de club de Ligue 1, qu'un président dont la problématique est de convaincre un émir de mettre plus d'argent. Parce que, président, vous auriez aimé avoir Neymar. Mais bien sûr. Bon, parce que vous parlez d'Mbappé, on va le mettre de côté. Mais Neymar, vous en auriez rêvé, vous auriez tout fait pour le faire venir. Et je suppose que vous êtes sûr que vous auriez eu d'autres rapports. Ouais, mais je lui aurais coupé les réseaux sociaux déjà pour commencer. Ouais. Ça, j'en sais rien. À 30 millions de suiveurs, personne ne dit que Neymar, c'est pas un grand joueur. Mais une équipe, pour qu'elle gagne, il faut effectivement une star ou deux et il faut des besogneux. J'ai l'impression que dans cette équipe du Paris Saint-Germain, ça manque de besogneux. Mais l'enjeu, juste... En tout cas, l'argument de Mourad, il ne faut pas deux coqs dans le même poulailler, finalement. Mbappé, Neymar. Non, mais ça encore, jusqu'à 4 ou 5 coqs, jusqu'à 4 ou 5 coqs, ça peut aller si les autres... si les autres travaillent. Moi, le problème, ça va être le bilan au bout des 3 premières années du duo, en fait, pour moi. C'est-à-dire que si Neymar... Non, mais hier soir, entre Neymar et Mbappé, il y en a un qui avait du feu dans les jambes, même si sa première mi-temps est moyenne, et Mbappé, et l'autre qui n'a pas grand-chose dans les jambes. On peut s'inquiéter un peu à 10 jours du retour. Il gras comme un chapon. Il n'avance pas, il n'a pas de feu. Si, en Ligue des Champions, il ne porte pas le PSG, comme Damien attend qu'il le porte, le résultat des 3 années, ça aurait été un échec. Et l'échec, on peut le sanctionner et en tirer la leçon. Et la leçon, c'est que c'est pas la peine d'avoir un investissement pareil. Autant essayer de construire une équipe que de se limiter à un projet de jeu qui, pour l'instant, de toute façon, le projet de jeu, c'est Neymar plus Mbappé. D'accord, mais est-ce que c'est Neymar? T'as viré Laurent Blanc, Ancelotti, tout le monde est une pipe, les entraîneurs passent, les systèmes que t'as eu. Il y a bien autre chose que simplement Neymar. Moi, c'est pas pour le défendre, il a des torts. On t'oppose au projet de jeu limité à Mbappé plus Neymar, justement, de servir de l'argent de Neymar pour faire une équipe. Voilà, moi, c'est ça que je propose. Moi, j'étais sidéré en 2017 quand il a rejoint la Ligue 1. C'est un joueur exceptionnel, c'est un génie du jeu. Mais tu reconnais que 3 ans après, 2 ans et demi après, on a 3 ans, bientôt 3 ans, on n'a rien vu. C'est-à-dire que soit les huitièmes de finale, il est blessé, soit en ce moment, il revient après une blessure aux côtes où il a énormément grossi. On peut se demander comment c'est possible. Comment ? Non, il n'a pas grossi. Il n'a pas grossi. Non, il est en surpoit. Non, mais c'est effectivement la musique qui il est en surpoids, c'est sûr. Non, il n'a pas grossi. C'est sûr qu'il est en surpoids. Moi, je te dis qu'il n'a pas grossi. Et ensuite, vous parlez des blessures. Ok, mais les blessures, est-ce que c'est de sa faute, les blessures? Ce sont des coups, des fissures. Des fissures. C'est pas de sa faute, mais ça rentre dans le bilan. Ça rentre dans le bilan. Mais moi, là où je pense qu'il peut encore le faire, c'est qu'en Ligue des Champions, il l'a fait. Je veux bien revenir l'année dernière sur la phase de groupe, où vous êtes dans le groupe de Liverpool, de Naples, de l'Étoile Rouge de Belgrade. S'il y en a un qui porte le PSG à ce moment-là, c'est Neymar. C'est pas là que tu l'entends, c'est quand même phase de groupe. Ah non, mais il t'a sorti quand même d'un groupe. Cette équipe, avec toutes les stars qui la composent, depuis quelques années en Coupe d'Europe, elle réalise des choses assez incroyables. Je veux dire, perdre contre la baie de Manchester quand on a gagné le match aller, se faire une remontada de 5 ou 6 buts à Barcelone, c'est qu'il y a un vrai problème. Je veux dire, il y a un vrai problème. Alors qu'on a quand même une constellation de stars et de grands joueurs, personne ne dit le contraire. Mais j'ai vraiment le sentiment, vu de l'extérieur, alors j'ai beaucoup de gens qui pensent que je suis anti-PSG, et ils n'ont pas tort, mais il manque un ciment dans cette équipe. Il manque un ciment. Alors le ciment, comme vous le dites, ça peut être l'entraîneur, ça peut être le président, les institutions, mais il manque quelque chose pour que cette équipe juste une chose. Non, pas Colombo, non, pas juste la petite dernière question. Mourad, vous avez convaincu, on y va, compte Twitter de l'équipe du soir, oui ou non? Ça arrive? Oui, ça arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un suspense, hein. C'est l'élection présidentielle, les petits. Je trafique les urnes, en fait. Ah oui? Il bourre les urnes. Alors, oui ou non? Merde! Non, 5-2. Si on attend un petit peu, ça peut encore oui. Ah non, c'est en direct. Et nous, il n'y a pas de réchauffé. OL 1, Paris Saint-Germain 5. Après la victoire donc et la qualification du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a déclaré ceci. C'est bien de prendre ce match comme un exemple pour tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit continuer à fournir dans l'avenir. Une déclaration peut-être un peu surprenante, tant la production collective du Paris Saint-Germain hier a été brouillonne. Prendre ce match comme un exemple. Comprenez-vous l'analyse d'Edinson Cavani, président, vous avez du boulot. C'est pas un duel, c'est pas un 2 contre 1, c'est un super duel. Jingle. Et super duel royal, puisque le camp des Nantes
Et non, le oui, camp des non. bien sûr, Et là, sur la droite du plateau, Duluc Sévrac qui commence. Vincent talent, Dominique. Talent Duluc, expertise Sévrac, ça vous dérange pas. Ok, mais très très bien, j'en prends bonne note. Blanc de Gore, vous avez répondu oui, vous comprenez l'analyse d'Edinson Cavani, qui commence chez vous, qui porte Eric, la tu veux culotte. commencer? Eric, Il te restera 5 secondes alors. Pas du tout. comprenez-vous l'analyse d'Edinson Cavani? Attention, pendant le super duel, on ne bouge pas tellement, on ne bouge pas du tout. Eric, c'est à vous de parler. Bah oui, parce que pour moi, c'est un message de l'extérieur en interne. On est à 5 jours d'un match le plus important. C'est le joueur un peu charismatique qui était à côté de la photocopieuse. On ne le calculait pas et aujourd'hui, on sent tous qu'il va être l'avancante numéro 1. Même si au plan collectif, ça n'a pas été ça contre Lyon. Moi, je parle qu'il devient un leader potentiel de vestiaire, de combat. Il a envie d'entraîner tout le monde et même si sans démagogie, il y a des choses qui ne vont pas, je dirais dans le jeu, et on doit faire cause commune, solidarité, combat, c'est ce qui fait passer comme message. Vincent Luc. Je pourrais comprendre s'il disait il faut me prendre pour exemple, il faut défendre comme moi, il faut donner à l'équipe ce que je lui donne, même si j'ai pas tout, même s'il m'arrive d'avoir les pieds carrés dans certaines situations. Parce qu'effectivement, les autres attaquants ne défendent pas comme lui, ne donnent pas autant à l'équipe. Mais il faut prendre ce match en exemple pour toute la pauvreté offensive du PSG dans la relation technique des joueurs offensifs, dans la construction du jeu, dans la lenteur du jeu de passe. Je trouve que non, on ne peut pas prendre d'exemple. C'est un discours qui est beaucoup trop. Qui lutte trop artificiellement contre la négativité. Ok, Damien Degore. Moi, je lis la phrase de Cavani jusqu'au bout et je le lis, il faut prendre en exemple tout ce qui nous reste encore à faire et tout ce qu'on n'a pas fait sur ce match. Cavani n'a pas une maîtrise du français qui est parfaite. Et quand il dit ça, je pense qu'il veut dire, on a vu sur ce match la marge de progression qu'on a encore à faire, les erreurs qu'on a faites, ne pas les reproduire, les bonnes choses qu'on pouvait faire, essayer de travailler sur ces points-là. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il veut dire, il faut prendre ce match en exemple. 28 secondes, 68 centièmes, Dominique Sévrac. Alors, je ne suis pas traducteur d'Edinson Cavani, je suis juste quelqu'un qui répond à la question. Et donc on ne peut pas prendre ce match en exemple parce qu'il y avait des trous partout. Au milieu du terrain, c'était Gay Paredes. Si c'est ça, la semaine prochaine contre Dortmund, on peut commencer à avoir peur. Alors s'il faut prendre l'exemple, le fait que Mbappé est un phénomène, merci, ça on le savait déjà. S'il faut prendre l'exemple que Paris peut obtenir des cartons rouges pour lui et pas contre lui avec Kurzawa, ça on le savait déjà. Donc il n'y a rien à prendre en exemple. En fait, il est en train de dire, faut prendre l'exemple de ce match pour que je sois titulaire contre Dortmund. Ok. C'est ça que j'ai compris. Qui vous a convaincu sur la question d'Edinson Cavani, sur le constat d'Edinson Cavani? Est-ce la droite du plateau, incarnée par Dominique Sévrac et Vincent Luc, ou est-ce la gauche, incarnée par Éric Blanc et Damien Degore? Ils sont très à droite. Le président de gauche ou de droite là, sur cette question? Vu que la gauche, ils ont toujours été contre moi, je vais dire de droite. Prenez votre vengeance. Non, ça passe pas. Cavani. J'ai eu l'impression que vous étiez un peu convaincu par les propos de Damien parce que Degore. Cavani, il fait pas semblant, quoi. Voilà. Il faut le reconnaître, c'est un mec au PSG qui fait pas semblant. Il s'investit vraiment et c'est pas Neymar. C'est clair. Donc il est sincère. Ouais, il est sincère et puis c'est vrai que des fois il a un peu les pieds carrés, mais puis il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Donc je me dis s'il y avait 11 mecs au PSG qui avaient l'état d'esprit de Cavani, peut-être que Marseille ne pourrait plus dire à jamais les premiers. Ok. Qui gagne? Est-ce que c'est Dominique et Vincent ou est-ce que c'est Eric et Damien? On y va. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Bah oui, parce qu'on a grille. Il vaut mieux l'avoir en journal. Vincent et Dominique, vous triomphez ce soir. C'est le check du Corona. Dernière case de cette première partie. On va mettre notre président Boudjelal sur le gris. J'ai les questions directes. Oui. Des réponses punchy, directes, enfin avec vos styles quoi. On y va. Au mois de janvier, vous avez annoncé que vous aimeriez reprendre le club de foot du Sporting de Toulon, dernier du national, donc de 3e division. L'actuel président Claude Joua vous répond, le club n'est pas à vendre ce soir. Pouvez-vous nous dire simplement que vous allez jeter l'éponge? Non. Non? Non, ça avance. Ça avance? Ça avance, ouais, ça avance bien. Mais ça avance ailleurs aussi. Ça avance ailleurs? Ouais. C'est-à-dire? Vous verrez. Donc, c'est dans le sud de la France? Ça avance, ça avance. Comme le chantait Alain Souchon, on avance, c'est une évidence. Ok, très bien. La phrase après, si on n'a pas assez d'essence. Pour faire la route dans l'autre sens. C'est un club quoi? Dans la même division que Toulon?
La priorité, c'est le Sporting. Donc on avance relativement bien au Sporting. Ok. Dans l'équipe du 31 janvier, sur le Sporting, hein, pas sur l'autre club. Non, hein. Sporting Club. Je me suis fixé un objectif, la Ligue 1 dans 5 ans. Alors la Ligue 1 dans 5 ans, pourquoi 5 ans? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 6? 5 ans, pourquoi? Comment vous voyez la chose? Ben, ça veut dire 2 montées en 2 ans et après National 1, Ligue 2 et après avoir 3 ans pour monter. Voilà. Donc c'est la façon dont je vois. À part que cette année elle est très compliquée, que je vais découvrir sûrement un club où il y aura des surprises et qu'il faudra peut-être une année de plus parce que la sagesse voudrait que la première saison c'est le bizutage et qu'on fasse des constats et qu'on construise tranquillement. Le bizutage, c'est quoi? Par rapport au compte que vous allez découvrir ou par rapport au milieu du foot que vous allez découvrir, les agents? L'ensemble, le milieu du foot, les agents, peut-être les comptes, j'en sais rien, parce qu'on sait tous qu'il y a le bilan, il y a le hors-bilan dans un club. Hein. Le hors-bilan, c'est les petits avenants qui sont signés sur un bout de papier, où le président m'avait dit que, voilà, donc il y a tout un tas de choses à rentrer dans le périmètre. Mais voilà, moi j'ai rencontré Claude Joy, ça c'est la deuxième fois, ça s'est très bien passé. Et je pense que si chacun met un peu d'eau dans son vin, même si j'ai horreur de ça, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose. Ça vaut combien le Sporting? C'est pas une question d'argent, c'est une question d'être compatible. Voilà. Okay. Le 28 septembre dernier, dans le Figaro, vous reveniez sur le passage de Fabien Galtier à Toulon. Ouais. Alors, l'importance de la data, vous savez, les données statistiques, j'ai l'impression que ça vous gonfle un peu. Ouais. Je vais vous citer dans le Figaro, on calcule tout. Le terrain d'entraînement du RCT ressemblait à la NASA, mais il n'y avait pas d'appareil pour mesurer les couilles. Mesurer les couilles d'un joueur, est-ce que c'est ça le job d'un président? Non, mais le rugby, ça reste quand même un sport de combat, un sport d'envie. Et effectivement, alors on a aujourd'hui des préparateurs physiques, des scientifiques qui vous donnent toutes les données sur les joueurs. Je veux dire, et on a des entraîneurs qui, en fonction de ces données, vont faire l'équipe. Moi, je suis pas toujours d'accord parce qu'il peut y avoir des joueurs quand même des données un peu moins bonnes, mais qui ont une envie et un cœur incroyable et qui vont compenser largement, voire au centuple. Et Fabien Galtier, que j'ai côtoyé un an, avec qui j'ai plutôt du respect, hein, je veux dire, était totalement dans ce rugby-là, quoi, le rugby des statistiques. Okay. Voilà, il fait un PowerPoint pour savoir quelle est l'équipe qui va jouer. J'ai 2 questions, mais en fait, une question. Pourquoi le 15 de France va réaliser le Grand Chelem ou pourquoi le 15 de France ne va pas réaliser le Grand Chelem? Voilà, vous choisissez fromage ou dessert. Parce qu'on a une génération exceptionnelle, on va réaliser le Grand Chelem et on va être champion du monde en 2023. Voilà, ça fait quelques années que le rugby en France a la chance de on a eu un vide générationnel et là on a vraiment des gamins incroyables. Et il y a même des postes où le 3e aurait été titulaire il y a quelques années. Voilà, on a pléthore de joueurs, on a pléthore de talents. Il y a encore des jeunes incroyables qui arrivent. Il se passe quelque chose dans le rugby français, voilà, parce que voilà, les clubs ont très bien travaillé. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, on a toutes les armes pour être champion du monde en 2023 et on va gagner en Écosse et on battra l'équipe d'Irlande chez nous. Ça sera le Grand Chelem cette année. Et quand on voit la victoire au Pays de Galles, on peut en voir encore plus de regrets pour ce quart de finale de Coupe du Monde parce qu'il est évident qu'on était au-dessus des Gallois. Ok, dernière question, vous allez juste compléter ma phrase. Nous avons reçu ce soir le futur président du Sporting Club de Toulon ou de... Non, je ne compléterai pas. Non, nous avons reçu ce soir, j'espère, le futur président du Sporting Club de Toulon. D'accord, merci beaucoup. Ça aurait pu marcher, hein, franchement. Les petits habillages à l'américaine, musique qui fait peur, très rapidement. Saint-Étienne-Rennes, Saint-Étienne-Rennes, demi-finale de Coupe de France. Je vais vous demander de donner le prono, le score final. Mourad, vous ne serez pas là en deuxième partie. Vous jouez pour Nabil Djellit. Si vous voulez gonfler les scores, on peut rigoler. Ouais. Et maintenant, Saint-Étienne-Rennes, score final, Damien Degaulle. 2-1 pour Rennes. Un but partout, prolongation, pénalty, Saint-Étienne. Merci beaucoup, Vincent Duluc. Je vais dire pareil, un partout, 4-3 au tir au but Saint-Étienne. Ok. Dominique Sévrac. 1-3. Enfin, Mourad Boudjelal qui joue pour Nabil Djellit, il l'a eu au téléphone. Le score final, ça sera quoi? Je m'excuse auprès des Verts, mais je pense que ça sera 0-2 pour Rennes. Ok. Toujours rouge et noir. On vous embrasse. Merci beaucoup. La folle équipe, dans quelques minutes, sur notre antenne. Rennes. L'équipe Olivier Rouillet contre l'équipe Alonso. Pas besoin de me le dire, Lauriette. Ah oui. T'es au courant, ma petite. On vous embrasse. Bon vent, Merci président beaucoup. Boudjelal. Nous, on se retrouve dans la deuxième.